Bonjour, chers amis, chères toutes, chers tous. Bienvenue sur ma chaîne Culture Média Algérie. Aujourd'hui, j'essaie de saisir ce qui se passe ces derniers temps dans l'actualité internationale à partir des événements de l'actualité, Iran, Venezuela, Palestine, Cuba et d'autres problèmes. Je vais parler des questions comme la mémoire coloniale, le langage, la vérité et le mensonge, la quête d'autonomie des peuples. Je tente de lire les discours, les représentations et les luttes pour un monde plus juste. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos réflexions et débats. L'histoire contemporaine des pays anciennement colonisés se caractérise par une profonde contradiction. D'un côté, une grande aspiration à la paix et à la dignité, de l'autre, la persistance des logiques de domination, souvent dissimulées derrière des discours de démocratie, de droits de l'homme ou de modernisation. Ce qui se passe dans des pays comme le Venezuela, la Palestine, Cuba, l'Iran ou certains territoires africains donne à lire cet état de fait, cette propension à vouloir mettre en œuvre une recolonisation directe ou déguisée par les puissances, les anciennes puissances coloniales. Mais cette lutte ne se joue pas seulement sur le terrain militaire ou économique. Elle se manifeste également dans le langage, dans la manière dont les mots sont employés pour imposer une certaine vision du monde. Ainsi, les mots arbitraires sont otages de sens investis ou imposés. C'est à partir de l'usage des mots que l'on décrit tel ou tel phénomène. Les mêmes mots ne sont plus acceptés dans des situations et des territoires différents. La même situation est décrite autrement, dans un autre espace. Le mot terrorisme est employé pour les uns, pas pour les autres, mais avec les mêmes faits. Le mot violence, etc. Les mots sont lieu et enjeu de lutte, s'inscrivant dans un rapport de force. Il y a parfois une déterritorialisation du mot, ce qui obéit à une entreprise idéologique. Hannah Arendt l'avait bien vu. Le mensonge politique ne consiste pas seulement à falsifier des faits, mais à construire un récit qui, répété, devient une évidence. Certes, des pays du Golfe restent encore prisonniers d'une fascination pour l'Occident, découvrant tardivement l'altérité, une altérité prisonnière d'un schéma binaire, où se manifeste l'hypertrophie du moi, entre guillemets, occidental. Mais dans de nombreuses sociétés anciennement colonisées, en Afrique et dans le monde arabe et en Amérique latine, les populations ont assimilé les structures et les outils hérités de la colonisation et cherchent désormais à les employer pour leur propre bien-être. Cette appropriation traduit une volonté de paix et de dignité, un désir de développement autonome, un refus de la guerre imposée de l'extérieur. Mais les anciennes puissances coloniales considèrent cela comme un danger. Le fait de maîtriser le langage et les techniques de gestion et de développement économique
leur pose sérieusement problème pour le maintien de leurs intérêts. Les puissances dominantes veulent que les pays anciennement colonisés et leurs intellectuels ne soient jamais pleinement autonomes. S'ils osent inventer une autre voie, même démocratique, surtout démocratique, elle est immédiatement disqualifiée. Les droits de l'homme et la démocratie, brandis pourtant comme étendards universels, ne sont pas admis lorsqu'ils sont revendiqués par le Sud. On exige d'eux qu'ils livrent leurs matières premières à moindre coût et qu'ils reprennent le discours colonial, qu'ils se conforment aux catégories imposées, sinon ils sont considérés comme mauvais, incapables de progresser. Claude Lévi-Strauss rappelait pourtant que l'humanisme ne saurait être réduit à la définition occidentale. Il doit reconnaître la pluralité des cultures et des trajectoires. Ainsi, il serait temps de se débarrasser de cette idée de bipolarité pour épouser les contours du multiculturalisme. Comme le disait si bien Frantz Fanon, chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Aujourd'hui, de nombreux pays n'ont plus peur d'affirmer leur autonomie et de prendre en main leur destin. Ils cherchent à se libérer des tutelles coloniales, à inventer leur propre voie politique, économique et culturelle. Cette volonté est violemment combattue par les puissances dominantes qui refusent que ces sociétés progressent ou choisissent une autre voie. Certes, ces pays sont fragiles et attaqués, mais leur aspiration à l'autonomie est désormais irréversible. Aimé Césaire l'avait dénoncé avec force. Une civilisation qui s'avère incapable de résoudre les problèmes que suscite son fonctionnement est une civilisation décadente. Il serait erroné de croire que les forces progressistes européennes sont passives. Elles existent et se battent pour une réelle décolonisation, contrairement aux espaces gouvernementaux, aux extrêmes droites qui perpétuent les logiques de domination. Dans les pays africains, la généralisation de la scolarisation et l'émergence des nouveaux espaces de l'information et de la communication ouvrent la voie à une participation active dans la mise en œuvre de l'intelligence artificielle et des structures de la connaissance, ce qui consolide davantage leur volonté d'autonomie. Les journalistes et responsables politiques occidentaux, presque tous, ont intériorisé l'idée que l'autre est toujours en faute, un infra-humain dont la vie ne vaudrait rien, à la différence des peuples anciennement colonisés qui, malgré la reproduction partielle du discours occidental, cherchent avant tout la paix. Ils veulent que cessent les guerres. Les conflits interafricains ou interarabes, souvent présentés comme endogènes, sont en réalité fomentés et manipulés de l'extérieur. Les divisions religieuses, souvent provoquées, comme l'opposition chiite-sunnite, n'ont pas de fondement dans le Coran ni dans les discours du prophète. Elles ont été instrumentalisées pour servir les intérêts économiques et financiers. Pourquoi les États-Unis n'arrêtent-ils pas de faire la guerre? Ces guerres sont justifiées par des mensonges comme pour l'Irak, et pas uniquement pour l'Irak, pour l'enlèvement de Maduro au Venezuela,
des arguments irrecevables, comme si tuer un latino-américain, un africain, un asiatique ou un arabe n'avait aucune importance. Le monde reste enfermé dans une logique bipolaire. Le Sud doit obéir et rester pauvre. Ce ne sont ni la démocratie, ni les droits de l'homme qui articulent ces faits tragiques, mais les intérêts financiers et économiques. Derrière les discours culturalistes et essentialistes de Huntington ou Bernard Lewis se dissimulent des stratégies économiques. Édouard Saïd l'a montré dans Orientalisme. L'Orient est construit comme un objet de domination, non comme un sujet autonome, écrit-il. Ces dernières années, certains responsables politiques et militaires occidentaux parlent ouvertement de ce qu'ils appellent la nécessaire recolonisation de l'Afrique et d'autres pays par une colonisation à distance avec des pouvoirs désignés puis élus grâce à la fraude. Il est temps de maîtriser le langage, car c'est le langage qui prépare toute domination, toute hégémonie. Les mots doivent être libérés des sens dominants. Une véritable guerre des sens doit être menée, comme l'explique Hannah Arendt. Le mensonge politique ne consiste pas seulement à falsifier des faits, mais à imposer un récit qui devient une évidence par répétition. Le langage construit des catégories qui, à force d'être martelées, s'ancrent dans les esprits et façonnent le consentement. Ngugi wa Thiong'o, dans Décoloniser l'esprit, rappelait que la langue est à la fois un moyen de communication et un vecteur de culture. La domination passe par l'imposition d'une langue et d'un lexique. La véritable décolonisation ne consiste pas seulement à se libérer politiquement ou économiquement, mais à briser la dépendance intellectuelle et linguistique. Les peuples anciennement colonisés refusent désormais d'être réduits à des récepteurs passifs du discours dominant. Ils veulent inventer leur propre lexique, leur propre récit et imposer une autre marche, une autre démarche. Certes, ils sont fragiles et attaqués, mais leur aspiration à l'autonomie et à la paix est plus forte que jamais. La guerre des mots et des sens devient alors une condition de la liberté, car c'est dans le langage que se prépare la domination, mais aussi que peut s'inventer un monde nouveau. C'est dans le langage que se prépare la domination, mais aussi c'est dans le langage, par le langage, que peut s'inventer un monde nouveau. Merci d'avoir suivi cette réflexion sur Culture Média Algérie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et vous abonner pour soutenir notre travail. Ensemble, continuons à interroger les discours, à décoloniser les mots, à défendre l'autonomie des peuples et des individus. À très bientôt, chers amis, pour un nouvel épisode et merci